Ok, allons-y pour la deuxième partie du cours. Maintenant, on va parler de la partie de contrôle. Comment est-ce qu'on va surveiller les budgets? Qu'est-ce que ça veut dire? Les contrôles, il veut dire comment est-ce on a déjà vu comment l'argent il est distribué à travers les lois, comment l'argent il est évalué à travers d'indicateurs. Et les contrôles, c'est comment on va s'assurer que les dépenses sont conformes. Comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il n'y a pas d'irrégularité, qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas de gaspillage? Une des raisons pour laquelle j'ai décidé de montrer cela, même que d'une manière relativement rapide, c'est parce que dans mon expérience personnelle, j'ai beaucoup utilisé les rapports, les audiences, les documents que je vais montrer dans cette partie-là. Dans mon expérience personnelle, j'ai beaucoup utilisé ces données, ces informations pour faire ma recherche. Et donc, je pense que si vous êtes intéressé par un secteur spécifique, si vous êtes intéressé par les dépenses en enseignement, les dépenses en défense, si vous voulez parler de revenus, des cadeaux fiscaux, n'importe quelle matière, quel sujet lié aux finances publiques. Si vous voulez des données, des informations, si vous voulez regarder des débats qui sont les plus prenants dans ces matières, ici, on va trouver des sources très intéressantes. Okay? Les contrôles, ils peuvent être exercés en différents niveaux. On parle de contrôle interne au ministère, interne à l'administration publique et externe. Les contrôles exécutifs, c'est les contrôles internes au sein de chaque ministère. On va voir que les dépenses publiques sont faites en plusieurs étapes. Et pourquoi? Parce que ça rend plus difficile, une des raisons, c'est parce que ça rend plus difficile d'avoir des fraudes, d'avoir des irrégularités, quand en fait l'argent, il y a différentes personnes responsables pour différentes parties du processus des dépenses publiques. Par exemple, au sein de chaque ministère, nous avons différents fonctionnaires responsables pour. On a les ordonnateurs qui sont responsables pour donner un ordre de dépenses, par exemple. Et il y a une autre personne qui va être responsable pour effectuer les paiements de manière pratique. On va avoir, par exemple, les comptables qui vont effectuer effectivement les paiements, s'assurer qu'il n'y a pas d'irrégularité, regarder les contrats, etc. Et après ça, on a aussi les contrôleurs qui vont surveiller comment cet argent il est utilisé, qui vont s'assurer que les dépenses sont conformes aux lois des finances. Donc, on a plusieurs personnes qui vont ordonner les paiements, qui vont regarder les factures, qui vont regarder les contrats, qui vont vérifier si les valeurs, les montants sont conformes aux lois. Et ça, ça se passe en continu, ok? Tout au long de l'année, il y a différents fonctionnaires qui vont être responsables pour ces différentes tâches que je viens de mentionner. Et ça rend beaucoup plus difficile, pas impossible, mais beaucoup plus difficile d'avoir des gâchis, des gaspillages, d'irrégularités. Puis, on a les contrôles du législatif du Parlement. Ici, l'institution principale, c'est la Commission des finances. La Commission des finances, c'est une commission formée par différents parlementaires. Les présidents de la Commission des finances doivent être toujours quelqu'un de l'opposition du gouvernement parce que ça permet un plus grand contrôle, ça empêche une situation où les présidents de la Commission des finances, il est lié au parti qui est dans le pouvoir et donc il va avoir tendance à être moins critique à la façon dont l'argent il est dépensé. Donc, il faut être toujours un président de l'opposition, c'est que je pense que c'est une règle intéressante. Et la commission va examiner, la première à examiner les budgets qui a été proposé par les gouvernements pour la loi des finances. Il va regarder des documents, il va faire des audiences
Donc, moi, j'utilise beaucoup, ici, vous pouvez voir, ça c'est les sites de l'Assemblée nationale. Il y a la page de la commission des finances, mais on a d'autres commissions aussi qui sont responsables pour certaines parties de l'action publique. Il y a par exemple la commission d'affaires sociales pour la partie de tout ce qui a été social, mais vous pouvez vous pouvez voir ici qu'il y a différentes enquêtes, audiences. Il y a aussi beaucoup de documents. Donc, qu'est-ce que la commission va faire? La commission, elle va regarder des documents, elle va faire des audiences avec des responsables politiques, des ministres, des fonctionnaires, parfois d'autres représentants du secteur public et même privé, pour interroger, pour s'interroger sur comment l'argent il est collecté, comment l'argent il est en train d'être dépensé. Donc, par exemple, je vais vous donner mon exemple personnel. Comme vous savez, moi, je travaille avec la question de la santé, du financement de la santé publique. Et là, il y a plusieurs audiences avec des représentants des hôpitaux, des représentants des caisses d'assurance maladie, avec la ministre de la Santé. Bon, et dans chaque vidéo, ça montre un peu comment ça se passe euh, de manière à l'intérieur du ministère, quels sont les enjeux, les débats, les conflits, les défis. Donc, bien sûr que ça, c'est un grand boulot de regarder les audiences, de regarder les documents, mais vous pouvez trouver des choses très intéressantes. L'idée, c'est que les ministres, par exemple, ou les fonctionnaires, ils ne peuvent pas nier, ils ne peuvent pas empêcher la commission des finances d'accéder aux documents qu'elle souhaite, sauf il y a quelques exceptions, bien sûr, mais elles sont rares. Normalement, la commission des finances a le droit à regarder les documents, regarder les contrats, à faire des audiences avec tout le monde qui est dans le secteur public. Et ils ne peuvent pas nier cet accès. Les parlements, la commission des finances, elle va s'occuper surtout, la commission des finances, elle va s'occuper surtout des comptes du gouvernement central. Okay? Et là, ils ont aussi les pouvoirs si ils pensent qu'une dépense elle est excessive, qu'elle n'est pas pertinente. Ils peuvent supprimer des dépenses, voter pour supprimer des dépenses, ils peuvent voter des lois pour allouer plus ou moins d'argent dans un programme. Donc la commission des finances, elle a un grand pouvoir et elle va agir surtout avant et pendant les exécutions de budget. Avec, comme j'ai dit, l'objectif de s'assurer la régularité, la bonne utilisation de l'argent. C'est pour ça qu'elle veut accéder à des documents, faire des audiences, etc., pour comprendre comment cet argent est collecté, comment cet argent est dépensé dans différentes parties de l'administration. Et pour finir, on a aussi les contrôles de judiciaire. Et ici, on parle surtout de la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle est de loin l'entité la plus importante lorsqu'on parle de contrôle de budget. Elle va intervenir surtout après l'exécution du budget, après les dépenses exécutées, réalisées. Et elle va s'occuper d'une échelle beaucoup plus large, les administrations publiques en général. Donc, elle exerce des contrôles des comptes de l'État, mais aussi de la sécurité sociale, des collectivités. Et sa mission, c'est surtout de s'assurer la régularité des comptes de l'administration publique, État, collectivité, sécu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Plusieurs choses. Une chose très importante, elle va produire des rapports. Dans ces rapports, pour produire ces rapports, la Cour des comptes a une énorme capacité d'accéder à des informations pertinentes. Okay? Elle va investiguer comment l'argent il est dépensé et elle peut obtenir des données pour
décrire comment l'argent il a été dépensé et faire des recommandations si elle pense qu'il y a eux des problèmes. Donc, la Cour des comptes, elle peut regarder tous les documents, factures, contrats du secteur public qu'elle souhaite, aller sur place pour parler avec des fonctionnaires. Elle peut enquêter les administrations publiques, les fonctionnaires des administrations publiques. Elle peut enquêter aussi les entreprises privées qui reçoivent des aides de l'État. Donc, elle a une énorme liberté d'accès à des informations sur pièce et sur place, comme on dit. Sur pièce, elle peut avoir accès à plusieurs documents, des contrats, des, des projets, des documents sur des projets, etc. Et une chose qui est spécifique, c'est que si moi, par exemple, j'envoie un mail à quelqu'un et la personne me cache des informations. En fait, je suis une chercheuse. Donc, me cacher des informations c'est pas cool, mais c'est pas un crime, ok? Mentir ou cacher des informations à la Cour des comptes, ça peut configurer une infraction à la loi. Mentir à la Cour des comptes est en quelque sorte un crime, est considéré un crime. Donc, bien sûr que les entreprises, les départements, les ministères vont être beaucoup plus hésitants à mentir, à cacher des choses à la Cour des comptes. Ici, j'ai mis sur les diapos, vous pouvez trouver ici les liens avec les rapports annuels 2024. Dans ces rapports, par exemple, à chaque année, la Cour des comptes, elle publie plusieurs rapports sur des sujets spécifiques. Et en plus, elle va publier un rapport. Ici, pour 2024, les rapports à plus de 700 pages, répartis en 2 volumes, comme vous pouvez lire ici, où elle va elle va faire une analyse générale des comptes de l'administration publique dans cette année. Elle va, comme vous pouvez lire ici, proposer des recommandations sur des problèmes sur les problèmes les plus importants qu'elle a identifiés. Et ce sont des rapports avec une qualité très élevée, c'est des très hautes qualités, ok, qui vont être utilisés pour les prochaines lois aussi. Au-delà de ça, la Cour des comptes, si elle regarde les factures, les contrats, les documents, elle enquête les gens et si elle identifie des irrégularités, elle peut actionner les responsables, elle peut actionner les autorités responsables, elle peut faire les procédures nécessaires si elle identifie des irrégularités comme des fraudes par exemple. Donc voilà, au-delà de produire des rapports, de mettre en action les autorités nécessaires si elle identifie des irrégularités, elle va aussi élaborer des recommandations, des mesures à prendre, par exemple sur les niches fiscales, sur un certain programme, une certaine dépense. Elle va faire des recommandations qui vont être prises en compte pour les parlementaires pour l'élaboration des prochaines lois. Donc voilà. Ici, qu'est-ce que je fais? Je sais que ça peut être, je suis désolée, je sais que ça peut être très grand, mais en fait, c'est juste un tableau qui vient d'un travail que j'ai fait il y a quelques mois et que j'ai résumé ici pour vous. Mais bon, c'est juste un tableau avec les contrôles par l'exécutif, les législatives, les judiciaires que je viens d'expliquer ici. Et vous pouvez voir sur les diapos, lire. Je sais que il y a beaucoup d'informations, mais ça va être plus clair quelle est la différence entre chaque niveau de contrôle. Je ne veux pas m'attarder beaucoup ici. Pourquoi? Parce que j'aimerais venir à la fin de cette partie. Comment est-ce que le budget il est structuré? Ça, c'est la dernière partie, mais c'est important, intéressant quand même. Dans la loi des finances, donc vous allez, si on était en présentiel dans les cours, j'allais vous demander de ouvrir la loi des finances
pour qu'on puisse voir effectivement, en pratique, comment est-ce qu'on peut identifier tout ce qu'on vient de discuter. Comme on n'est pas en présentiel, on va faire ça à distance. Sur Courseuse, il y a les lois des finances et je vous demande si vous voulez d'ouvrir la loi. Mais bon, pensez en politique, je vais vous proposer, pensez en politique qui vous intéresse. Ça peut être la transition écologique, ça peut être les transports, ça peut être la défense, n'importe. Une dépense de l'État, ok? Parce qu'ici, on parle du budget de l'État. Les dépenses, dans la loi des finances, première chose, on va trouver un tableau initial. Je vais ouvrir ici la loi des finances de 2024. Elle est sur Cursus. Vous pouvez voir, voilà, ici, loi des finances. Il a ce tableau initial où on trouve les soldes. Donc, si vous vous demandez, par exemple, quel est le déficit prévu, quel était le déficit de l'année dernière, quelle était la dette, les montants de la dette de l'année dernière, les montants prévus pour cette année. Ces informations-là, elles peuvent être trouvées dans plusieurs sources, mais il y a ici, dans la loi des finances, c'est une bonne source. Les soldes structurels, les soldes, ça va être la différence entre les recettes et les dépenses, les déficits, qu'on dit. Il y a différentes formes de les mesurer. Bon, celle qui nous intéresse, c'est les soldes effectifs. Okay? Puis, il y a la dette prévue, la dette estimée, la dette qui a été exécutée, concrétisée, les montants total de la dette du gouvernement. Après, il y a, voilà, pour chaque partie, les administrations centrales, les administrations locales, l'administration de sécurité sociale, leurs soldes et les montants dépensés et l'évolution de la dépense publique, combien ça a augmenté ou pas. Donc ça, c'est un tableau initial. Mais j'avoue que ça, c'est, on va dire, c'est une mesure, c'est une vision assez limitée de ce qui se passe en fait avec les budgets. Ce qui nous intéresse, ça va être l'état, ça va être plutôt l'état A et l'état B. L'état, ce sont des annexes. Dans l'état A, j'essaye de faire normalement pour aller jusqu'à l'état, je mets un CTRL F et j'attends que mon ordi, il coopère avec moi. Dans l'état A, on va trouver les recettes. Okay? Donc, vous imaginez que vous voulez savoir combien le gouvernement il a collecté en impôts cette année, quels étaient les impôts qui ont rapporté plus ou moins d'argent à l'État. Tout ça, on va trouver dans l'état A. Il est là, à la page 1216. On commence ici, État, voies et moyens, budget général. Les recettes fiscales. Les recettes fiscales, ce sont des recettes qui viennent des impôts, surtout. Donc, vous allez voir la quantité d'argent que les gouvernements estiment lever à travers l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Notre prochain cours, la prochaine partie de ces cours va être dédiée à cela, aux impôts, à la fiscalité. Donc, je ne vais pas parler beaucoup de ça ici, mais vous pouvez trouver ce que l'État estime prélever de chaque impôt, à travers chaque impôt. Et bien sûr que dans la loi de règlement, vous pouvez trouver ce qu'il a effectivement levé. Okay? Il a les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Parce que au-delà des recettes des impôts, des prélèvements obligatoires, il y a d'autres sources de recettes pour l'État. Par exemple, les dividendes. L'État, il a des participations dans des entreprises et donc il va recevoir des dividendes.
ça rapporte de l'argent. Il peut aussi vendre de biens et services. Mais ça reste marginal. Ça reste marginal. La grande partie des recettes de l'État, ce sont les recettes issues de la fiscalité, enfin, des impôts. OK, la deuxième partie. Donc voilà, je ferme cela. Tableau initial, les recettes, vous pouvez les trouver dans l'état A. Et bien sûr, vous pouvez explorer cela dans votre ordi. Et dans l'état B, on trouve les dépenses. Imaginez que vous voulez savoir combien les gouvernements ils veulent dépenser en 2024 avec la défense, par exemple, ou sinon combien il a dépensé en 2023 avec la défense, la mission défense. Ça, c'est un exemple. Mais n'importe quel sujet, quel domaine que vous voulez investiguer, vous pouvez trouver ces chiffres dans les lois des finances. Si c'est la loi initiale, vous allez trouver les chiffres prévus. Si c'est la loi des règlements, vous allez trouver des dépenses exécutées. Mais bon, elles sont dans l'état B. Et il y a des choses à dire sur cela. La première, c'est que, comme vous allez voir, les dépenses, elles sont réparties en missions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant 2001, avant la loi organique, les dépenses, elles étaient organisées par ministère. Ok? On va allouer X milliards au ministère de l'Éducation, on va allouer X milliards au ministère qui s'occupe des transports, etc. Sauf que il y a un problème. Je suis en train d'essayer de trouver les états B. Ici, c'est les états A. Il y avait un problème ici. Je l'ai trouvé. Attends. État D, état C, voilà. Ici, comme vous pouvez, état B, répartition par mission et programme des crédits du budget général. Ça veut dire toutes les dépenses prévues par les gouvernements, elles sont listées ici. Ici, c'est pour l'État. Hein. On ne parle pas de la sécurité sociale ou des collectivités ici. Elles sont listées ici. Et il y a action, à quoi ressemble une mission de dépenses? Action extérieure de l'État, administration générale et territoriale, agriculture, aide au développement. Vous allez trouver la couture, la défense, l'enseignement, l'écologie. Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas avant on allouait les dépenses, on séparait les dépenses par ministère. Le problème, c'est que si on pense, ça rend plus difficile de voir quelles sont, lorsqu'on divise les dépenses par ministère, parfois, ça rend difficile de voir dans sa totalité quelles sont les priorités du gouvernement. Pourquoi? Parce que la mission, si on veut investir dans l'enseignement, par exemple, dans la formation et dans l'enseignement, bien sûr que la plupart de ça va être dépensé par les ministères de l'enseignement supérieur. Néanmoins, on peut avoir des programmes qui s'occupent de la formation de la population, mais qui vont être menés, par exemple, par les ministères de l'agriculture, par les ministères qui s'occupent des transports. On peut avoir des programmes qui vont unir différents ministères. Okay? Par exemple, si on a une mission de développement durable, ça c'est un exemple beaucoup mieux. Si on veut investir dans le développement durable, ça va impliquer différents ministères. Ça implique les transports, ça implique l'agriculture, ça implique l'économie. Donc, avant, quand on divisait les dépenses par ministère, ça devenait difficile de voir quelles étaient les priorités du gouvernement parce que parfois, une action, elle pourrait être menée par différents ministères. Et dans la loi de 2001, on a décidé de changer ça et de créer effectivement des dépenses par mission, okay? Qui vont être, elles sont pilotées par un ministère normalement, mais elles peuvent comprendre différents ministères. Donc voilà, ça c'est une nouveauté. Il y a donc deux nouveautés dans la loi organique 2001.
On a les dépenses qui vont être maintenant divisées par mission. Ça, c'est les premiers changements. Mission et pas par ministère. Des dépenses par mission et pas des dépenses par ministère. Et puis, le deuxième changement, c'est que dans chaque mission, on va avoir des objectifs et des indicateurs. C'est une chose qui fait plus de sens avec les missions. Et ça, c'est le deuxième changement dont on a déjà parlé. Alors, pour investiguer une dépense de l'État. On imagine, par exemple, on veut parler de la défense. Ouais. Je viens ici, voilà, défense. Je pense que vous pouvez voir ici qu'il y a deux colonnes. Autorisation d'engagement et crédit de paiement. Quelle est la différence? Quelle est la valeur qu'on va vraiment utiliser pour parler de combien le gouvernement décide ou prévoit de dépenser dans une année? Bon, les crédits de paiement, c'est ce qu'on utilise le plus. C'est l'argent qui peut être dépensé dans une année, ok? Crédit, c'est l'argent disponible. Je reviens à mon diapo. Réparti en mission, il y a autorisation d'engagement et crédit de paiement. Donc, les crédits de paiement, c'est ce qui nous intéresse le plus. Crédit, c'est l'argent disponible. On peut penser crédit comme l'argent disponible et on peut penser des paiements comme ce qui est disponible pour faire des paiements. Donc, voilà. Ça, c'est l'argent qui peut être dépensé. Si vous voulez parler des dépenses, normalement, on utilise les crédits de paiement. Les autorisations d'engagement, elles vont montrer une autre chose. Les autorisations d'engagement montrent combien on aura pour certains projets sur plusieurs années. Okay? Ce n'est pas un montant qu'on peut dépenser dans une année. Mais même si on ne peut pas tout dépenser dans une année, on sait qu'on aurait un certain montant pour l'avenir. Autorisation, c'est ce qu'on est autorisé et d'engagement, les autoriser de s'engager avec certaines dépenses. On est autorisé à s'engager avec certaines dépenses au fil des années. Un exemple concret va nous permettre de mieux comprendre cela. Imagine qu'on fait des travaux à l'université, par exemple. Bon, des travaux, comme des grands travaux à l'université, il prend plusieurs années. On ne peut pas dire, imagine qu'il n'y aurait pas d'autorisation d'engagement. Imaginez que l'université, ou le ministère de l'enseignement, il sait juste combien il aura dans une année. Quel est le problème? C'est que pour faire des travaux qui durent plusieurs années, parfois pour faire des contrats, pour s'engager avec des fournisseurs, pour planifier, parfois il faut savoir combien d'argent on aura pour certains projets dans les années à venir. Si on fait un travaux à l'université, on peut pas dire à l'entreprise de construction, OK, on va détruire les bâtiments, démolir les bâtiments aujourd'hui, cette année, et l'année prochaine, on va voir si on aura l'argent pour reconstruire les bâtiments. On peut pas faire ce type de choses-là. On a besoin d'avoir une idée de combien d'argent sera alloué pour certains projets. Et ça, c'est qui l'autorisation d'engagement montre. Mais pour nous, pour la vie quotidienne, on l'utilise beaucoup moins. Alors, vous pouvez lire sur ça dans les manuels. Les dépenses par mission, même si elles sont supérieures aux dépenses par ministère pour montrer les priorités du gouvernement, elles ne vont pas tout montrer. Ok? Il y a un problème de visibilité. Et là, je vous montre un exemple concret. Bon, ici, voilà l'état B où on a des dépenses. Par exemple, en défense, on voit que les crédits des paiements, ce sont de
56 milliards d'euros. Donc ça, c'est que les gouvernements a prévu de dépenser en défense en 2024. L'autorisation d'engagement, ce sont un peu plus que ça. Bon, il y a aussi pour l'écologie. Vous pouvez voir que l'écologie, les dépenses pour l'écologie, par exemple, elles sont moins que la moitié de budget pour la défense. Et j'imagine que l'écart, il va se creuser. Bon, il y a plusieurs missions, tac, mais il y a une mission ici que je trouve très intéressante pour mon exemple. Voilà, recherche et enseignement supérieur, il est là. Il y a une partie que je pense que c'est intéressant. Cette partie santé et régime des retraites, c'est pas les dépenses avec la santé et les retraites, on va dire la sécurité sociale qu'on utilise, ok? Ça, ce sont les systèmes des retraites et des santé. C'est la partie qui est sous la responsabilité de l'État. Par exemple, ce sont les retraites, les régimes des retraites pour des marins, par exemple, pour les régimes des mines, ce sont quelque chose de très spécifique. Mais si vous voulez parler des dépenses en retraite, des dépenses en santé, là, c'est les lois des financements de la sécurité sociale, ok? Bon. Ici, il y a, c'est où? Remboursement. Je veux un truc qui s'appelle remboursement remboursement et dégrèvement. Pourquoi je suis en train de dire que il y a certains problèmes d'opacité dans les budgets? Une des raisons, c'est ça. Il y a cette mission qui s'appelle remboursement et dégrèvement. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si vous pensez remboursement de quoi, dégrèvement de quoi, ça c'est un problème assez important. C'est l'effet que on peut pas savoir à qui profite cette mission-là, et cette mission ici, désolé, j'ai perdu mon tableau. On va regarder combien ça coûte. 140 milliards d'euros. En fait, c'est la plus grande catégorie des dépenses dans les budgets. Ce sont 140 milliards d'euros pour 2024. Ce sont avec les remboursements et dégrèvements. Et à qui profite ça? C'est quoi ça? C'est très difficile de voir et on peut pas vraiment savoir et on peut pas identifier avec certitude dans les budgets qui va en profiter. Pourquoi? C'est quoi les remboursements et dégrèvements? Bon, les remboursements et dégrèvements, c'est une catégorie qui parle ce sont des restitutions d'impôts. Ce sont les sommes que l'État va restituer aux contribuables. Par exemple, en raison d'un trop perçu, quelqu'un a payé des impôts en plus qu'il devrait payer. Donc, ou dans moins de cas, l'État va réduire ou annuler un impôt. Il va choisir de ne pas prélever un impôt pour un certain ménage ou entreprise. Cela est inscrit comme dépense. Attention, ce n'est pas les niches fiscales, ok? Ça, ce sont les remboursements et dégrèvements. Donc ici, c'est plutôt la plupart, ce sont des remboursements, restitutions, des trop perçus. Et ce sont les droits qui sont inscrits, ce sont inscrits dans les droits fiscaux, dans les codes des impôts. C'est la loi, c'est pas une politique des gouvernements. Donc c'est un droit pour les contribuables de ne pas d'être restitués pour un impôt ou de ne pas être imposés. Et ça, l'État va considérer comme une dépense. Ok? C'est la dépense dans la mission remboursement et dégrèvement. Parce que c'est garanti par la loi, c'est pas une politique de l'État, c'est dans les codes c'est dans les codes des impôts que certains ménages, certains contribuables, ce sont certains ménages, entreprises, administration publique, ont le droit à recevoir, à être remboursés une partie des impôts qu'ils ont payés ou d'être exonérés d'une partie des impôts. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une chose qui est dans cette partie remboursement et dégrèvement, c'est la restitution de la TVA. De la TVA, c'est un impôt collecté par l'État.
On imagine que les collectivités, une collectivité, elle décide de construire un parc public, par exemple. Elle va s'acheter du matériel, elle va s'acheter des services, elle va payer de la TVA parce que la TVA, elle est imposée sur la consommation des biens et services. Donc, si une collectivité va dépenser avec des biens et services pour construire un parc public, elle va payer de la TVA à l'État. Néanmoins, selon la loi, on va dire, en fait, la collectivité est en train de construire quelque chose de public, quelque chose qui est aligné avec la mission de l'État. C'est comme si la collectivité faisait quelque chose au nom de l'État. Donc, pourquoi est-ce qu'il va payer des impôts à l'État? Il a le droit d'être remboursé. Et c'est ça qui se passe, et ça compte dans les remboursements et dégrèvements. Un autre exemple qui rentre dans cette catégorie-là, c'est par exemple l'exonération de la taxe foncière. La taxe foncière, c'est un impôt sur des terrains ou des maisons, des apparts, et les personnes âgées, les personnes handicapées, elles peuvent avoir un dégrèvement, une réduction de cet impôt. Alors, il y a une chose compliquée ici, et il y a plusieurs choses, je pense, qui semblent compliquées parce que j'arrive pas à bien expliquer, mais dans ces cas-là, je vais me défendre. C'est pas à cause de moi. Ça, c'est vraiment compliqué à comprendre. Il y a les remboursements et dégrèvements, ok? Et il y a les niches fiscales. Les niches fiscales, il faut pas, les dépenses fiscales. Les dépenses fiscales ne comptent pas ici dans les tableaux des dépenses. Les dépenses fiscales sont dans un autre tableau. Et la source de confusion, c'est parce que les dépenses fiscales sont aussi soit des remboursements, soit des exonérations d'impôts. Quelle est la différence? La différence, c'est surtout, donc les remboursements et dégrèvements, ils comptent comme dépenses. Les dépenses fiscales, sont les niches fiscales, les cadeaux fiscaux, ne comptent pas comme dépenses ici dans les tableaux. Ils sont cachés dans les budgets, on va voir où. Les dépenses fiscales, comme les remboursements et dégrèvements, ils sont aussi moins d'impôts pour l'État. Ça peut être aussi une dévolution ou un renoncement à un impôt. Néanmoins, la différence, c'est que les dépenses fiscales, elles ont d'autres objectifs, elles sont régies par d'autres lois. Et ça, c'est une source de confusion, ça génère des controverses, des débats. Pourquoi est-ce qu'on va différencier les deux? Mais bref, la différence, c'est que les dépenses fiscales, les niches fiscaux, ce sont les crédits d'impôt, enfin les remboursements, les exonérations d'impôts que les gouvernements vont faire, qui ne sont pas dans les codes des impôts. Ce sont des politiques des gouvernements. Les gouvernements vont décider d'imposer moins certaines entreprises ou certains ménages, mais c'est une politique qu'ils décident de faire. Ce n'est pas inscrit dans les codes des impôts. C'est une politique qu'ils décident de faire pour essayer de développer un certain secteur, pour essayer d'augmenter l'emploi, pour essayer relancer la croissance économique. Donc, c'est une politique avec des objectifs et c'est, dans une certaine manière, discrétionnaire. Ça veut dire c'est à l'État, c'est au gouvernement de décider combien ils vont allouer ou pas par année. OK? Donc, c'est cette différence juridique. Les remboursements et dégrèvements se sont inscrits dans les codes fiscaux, les codes des impôts. C'est pas à l'État de décider combien on va allouer ou pas. Ça, ce sont les remboursements et dégrèvements. Ils sont des dépenses parce que c'est un argent qui rentre dans les budgets de l'État mais qui va sortir. Les niches fiscales, ce sont les dépenses fiscales. Les niches, ce sont aussi un argent que l'État décide de ne pas prélever. C'est aussi un argent qui ne va pas rester avec l'État, mais ce n'est pas une loi inscrite dans les codes des impôts, c'est une politique des gouvernements. Bon, je sais que c'est un peu difficile et c'est normal. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas clair, même pour la littérature. Mais je pense que ça nous donne aussi déjà une certaine idée de qu'est-ce qu'on va trouver ou pas dans les budgets.
Et donc voilà, les dépenses par mission ne sont pas suffisantes pour identifier les priorités du gouvernement parce que la plupart, les premiers postes des dépenses publiques, ce sont les remboursements et dégrèvements, mais on n'a pas vraiment une lisibilité de quels sont les ménages, quelles sont les entreprises, les entités qui vont profiter de chaque de ces remboursements ou pas. C'est difficile, peut-être c'est possible d'avoir une meilleure idée, mais c'est très difficile, ce n'est pas détaillé dans les budgets. Et de plus, les dépenses fiscales ne sont même pas comprises dans les budgets principaux. Voilà pourquoi c'est difficile de voir les priorités juste avec les budgets. Ça, c'est une critique qu'on peut faire. Bon, après, les budgets, ils comptent aussi avec des annexes. La loi des finances vient avec des annexes, plusieurs annexes. Je ne veux pas parler de toutes les annexes parce qu'on n'a pas assez de temps et d'attention. Donc, les exemples des annexes les plus utiles. Il y a, sur Cursus, je les ai mis aussi, mais tout ça, si vous tapez sur Google, loi des finances 2024, loi des finances 2024 annexe, loi des finances 2024 voies et moyens, vous allez trouver facilement. Les premiers, c'est l'annexe que je trouve les plus importantes dans les cadres de ces cours. C'est un annexe qui s'appelle voies et moyens et il vient dans 2 tomes. Les premiers tomes sont les recettes. Donc, il va discuter quels sont les principaux impôts, comment les principaux impôts ont évolué au cours du temps, les règles pour les principaux impôts, etc. Les tomes 2, c'est où on trouve la valeur pour les dépenses fiscales, les niches fiscaux, les cadeaux fiscaux. OK? Donc, comme j'ai dit, les dépenses fiscales, ce sont les dispositifs d'allègement fiscal. On va soit exonérer, ce n'est pas prélever en impôt. On va soit réduire, prélever moins d'un impôt. On va soit créditer, retourner une partie de l'impôt à un ménage ou à une entreprise en espérant qu'elle va faire une certaine action. Comme pour les remboursements et dégrèvements, les niches fiscales sont des impôts auxquels l'État renonce, mais les objectifs sont différents. Comme je viens de dire, ici, on parle d'une politique discrétionnaire pour inciter les comportements des agents. Les mots dépenses fiscales, on l'utilise parce que c'est comme si l'État dépensait avec un secteur. Mais au lieu de dépenser directement, il va laisser plus d'argent avec un secteur. Hein? Je vous explique. Imaginons-nous que l'État veut encourager la croissance dans le secteur pharmaceutique, par exemple. Une manière de le faire, c'est de prendre son argent et le dépenser directement dans le secteur pharmaceutique. Une autre manière de le faire, c'est d'imposer, et si l'État dépense plus avec le secteur pharmaceutique, théoriquement, les secteurs pharmaceutiques auraient plus d'argent dans leur poche. En imposant moins le secteur pharmaceutique avec les dépenses fiscales, on pourrait en théorie avoir les mêmes effets. On pourrait en théorie laisser plus d'argent avec le secteur pharmaceutique. Donc, soit avec les dépenses directes, soit avec les dépenses fiscales, que ça veut dire imposer moins, l'effet en théorie, à la fin, serait les mêmes. Ces secteurs auraient plus d'argent disponible pour investir, pour embaucher, etc. En pratique, la pratique, elle est assez différente de la théorie. On regarde ça avec des exemples pratiques. Je pense que ça va être mieux. Voilà, les dépenses fiscales, évaluation des voies et moyens, l'annexe tome 2. C'est ici où on trouve la valeur pour les dépenses fiscales. Bon, comme on peut voir, ça commence avec une présentation générale, les concepts de dépenses fiscales, les chiffres clés, l'évolution de plusieurs dépenses et la liste des dépenses fiscales par impôt. Bien sûr, on ne va pas trop tout étudier, mais si je vous montre les dépenses fiscales,
Pour 2024, il s'élève à 85 milliards d'euros en 2022. Et je peux vous assurer qu'en fait, la valeur exécutée, elle est plus élevée que la valeur prévue. Donc aujourd'hui, on peut dire que on est autour de 90 milliards d'euros par an en dépenses fiscales. Et ici, on a pour chaque mission combien on alloue. Il y a aussi par impôt. Bon, vous pouvez voir examiner ces documents. Mais c'est beaucoup d'argent. Ce sont 100 milliards d'euros par an, 90 milliards d'euros par an à peu près. Et ça, juste pour les impôts. Il y a aussi les niches fiscales pour la sécurité sociale qui sont plus 90, 100 milliards d'euros. Donc c'est énorme comme source de pertes, de manques à gagner pour les budgets. Quels sont quelques exemples de niches fiscales? Pour les ménages, par exemple, on peut réduire leur impôt sur les revenus pour qu'ils essayent, lorsqu'ils embauchent quelqu'un pour travailler chez eux, ok, avec l'objectif d'augmenter l'emploi. Bien sûr, les ménages qui sont favorisés, ce sont les ménages qui ont de l'argent pour embaucher quelqu'un pour travailler chez eux. Donc, ça va favoriser les ménages les plus riches aussi, forcément. Pour les entreprises, on peut par exemple réduire l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les profits qu'ils sont censés payer lorsqu'ils investissent dans l'innovation, avec l'objectif d'augmenter l'innovation. Encore à nouveau, ça c'est un problème parce que ces dispositifs, c'est les crédits impôt recherche, il va profiter surtout les grandes entreprises, les multinationales qui ont l'argent pour investir en innovation et que dans plusieurs cas, ils allaient investir avec ou sans l'aide du gouvernement. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Voilà. Donc on est ici. C'est dommage que j'ai pas un tableau pour vous montrer la différence entre le remboursement et les dépenses fiscales. Mais les remboursements et dégrèvements, ce sont des droits fiscaux. Imaginez que vous avez un tableau, ok? Pour le remboursement et dégrèvement, on parle des droits fiscaux. Elles sont automatiques. La plupart, ce sont des restitutions. Elles sont inscrites dans les budgets et elles sont autour de 150 milliards d'euros par an, mais elles sont pas les focus du débat. Les focus du débat, ce sont vraiment les dépenses fiscales, qui c'est une politique discrétionnaire du gouvernement, qui a beaucoup augmenté avec Macron, qui sont controversées parce qu'une grande partie d'entre elles va favoriser les ménages plus aisés et les grandes entreprises. C'est pas tous, mais une grande partie. Elles sont incitatives, ça veut dire on accorde ces allègements fiscaux afin de stimuler le comportement des agents, ok? Donc, au lieu de stimuler directement les comportements des agents avec des dépenses directes, on va essayer de les stimuler avec des dépenses indirectes, des dépenses fiscales, des dépenses qui ont fait avec un manque à gagner, en taxant moins. Elles sont pas inscrites dans le budget général, dans le budget principal, elles sont dans un annexe. Elles les focus de débat et les niches fiscales sont autour des 90 milliards d'euros par an, plus la même somme pour les niches sociales, ce qui nous amène à environ 180 à peu près milliards d'euros par an des manques à gagner pour l'État à travers des niches fiscales. Et elles sont critiquées parce que, comme j'ai dit, une partie de ces manques à gagner qui n'est pas payé en impôt, il ne va pas forcément augmenter l'emploi, augmenter la recherche. Très souvent, il va contribuer à augmenter les profits des entreprises. On peut discuter, il y a plusieurs raisons pour ça. Il n'y a pas de conditionnalité. Donc, une fois qu'une entreprise va bénéficier d'un niche fiscal, elle n'est pas obligée à embaucher plus à cause de ça. Elle n'est pas obligée à montrer qu'elle exporte plus à cause de ça.
C'est différent, par exemple, dans les pays asiatiques. Avant, ils donnaient toujours, les gouvernements accordent des allègements fiscaux. Mais en Asie, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup plus de conditionnalités. Enfin, les entreprises profitent, surtout avant, les entreprises profitaient d'une aide de l'État, mais elles devraient aussi montrer qu'elles étaient en train d'exporter plus, produire plus, etc. Bon, il n'y a pas d'absence de conditionnalité. Et il y a des exemples, comme par exemple Sanofi, qui est une grande entreprise pharmaceutique. Elle reçoit à peu près 130 millions d'euros en allègements fiscaux, mais elle a fait 5 milliards d'euros en des profits en 2023. Donc, une entreprise qui fait à peu près 5 milliards d'euros de profits, de bénéfices nets, après déduites ses dépenses, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une aide de l'État pour investir en innovation? Ça pose des questions. Donc voilà, c'est une question de mettre en relation, en rapport, quels sont les coûts et quels sont les résultats de ces allègements. Est-ce que ces 180 milliards d'euros par an qu'on perd en recettes d'impôts, est-ce que ils sont capables de produire vraiment 180 milliards d'euros en plus en croissance d'emploi, etc. Et voilà. Voilà, ça c'est l'analyse et la critique pour les cadeaux fiscaux. Si c'était compliqué, je pense que c'est pas de ma faute. C'est vraiment compliqué cette partie-là, mais c'est intéressant quand même. Bon, vous pouvez voir des exemples sur Cursus. Il y a la loi des finances pour 2024, les annexes. J'ai tout mis sur Cursus. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça c'était pour montrer la partie, j'ai oublié ça. Ça c'est la partie où on peut voir sur les tome 1 toutes les recettes, les recettes fiscales et non fiscales de l'État. Bon, vous pouvez voir les tableaux, l'analyser. C'est ça une chose qu'on peut trouver dans l'annexe 1. Et dans l'annexe 2, voilà, comme on a vu, une estimation des dépenses fiscales pour 2024, sachant que l'exécuté, il est supérieur à ce qui a été prévu. Voilà, voilà. Quoi d'autre? OK. Dernière partie. Ça, c'est l'exercice qui j'aimerais faire avec vous, mais qui malheureusement, on ne serait pas capable de faire ensemble. J'allais vous demander, est-ce que l'État a vraiment coupé des dépenses dans l'enseignement supérieur? C'est qui est une question extrêmement importante pour nous parce que si on est dans dans ces cadres où on fait des cours à distance, c'est parce que la fac elle est bloquée, on a des grèves justement parce que enfin il y a cette discussion que l'État, il est en fait en train de couper en énorme partie, il est en train de mettre en péril l'enseignement supérieur, la qualité de l'éducation avec tous ces coupes budgétaires. Donc la question pour moi, ce serait une invitation. Est-ce que l'État a vraiment coupé des dépenses dans l'enseignement supérieur? Par combien? Comment est-ce que on pourrait voir ça dans les lois des finances? Et on peut voir ça dans les lois des finances. L'invitation, ce serait de se mettre en groupe de 3 personnes et de regarder, consulter les lois des finances 2024 et 2025 et essayer de répondre à cette question. Comme on n'est pas en présentiel, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait répondre à cette question, quelles sont les limites à répondre à cette question. Et mais si vous voulez, vous pouvez regarder les lois des finances et essayer de faire l'exercice par vous-même avant de voir la solution. Sinon, on se trouve dans la prochaine vidéo pour la solution et aussi pour quelques astuces au moment où on manipule des données publiques, des données des dépenses publiques. Voilà, merci et à bientôt.